Bonjour à tous. J'ai la chance de suivre depuis quelques années ce qui se passe dans le monde, dans le domaine qui vous réunit aujourd'hui, à savoir l'attractivité et aussi le marketing territorial. Et quand on regarde ce qui se passe, quand on regarde les réussites, on s'aperçoit que la plupart des gens qui sont en pointe sur tous ces sujets ont un peu, si vous me permettez l'expression, renversé la table. Ils ne font pas du tout comme on a appris dans les livres et ils ne font pas comme on avait l'habitude de faire. Alors je vous propose d'aller voir un peu ce qu'ils font et puis de nous inspirer un petit peu à partir de ça, d'en tirer quelques conclusions peut-être pour les Hauts-de-France. Alors, voilà, je sais pas, pardon, je suis pas sur... si on peut m'envoyer... Il faudrait quel est son fichier en fait. Ouais. Voilà, c'est bon? Ça vient, ça va venir. Next, on va voir. Peut-être au moment de démarrer, quelques mots quand on parle d'attractivité. En fait, le sujet, c'est de quoi parle-t-on? Évidemment, on a parlé de tourisme là, et dans l'attractivité, il y a le tourisme. Mais la capacité des territoires à attirer des personnes, attirer des talents, attirer des entreprises, attirer des événements, leur capacité à rayonner, tout ça, c'est l'attractivité. Et donc, cette attractivité, globalement, elle est extrêmement transversale. Ce que je viens de citer à l'instant, ça couvre à peu près tous ces sujets, y compris d'attirer des capitaux. La capacité des Hauts-de-France à faire tout ça, c'est ça l'enjeu. Comme vous le voyez, ça dépasse complètement la notion même de tourisme, puisqu'on parle de talent, on parle de congressistes, bien sûr, mais on parle aussi de talents, de chercheurs et autres. En fait, tous ces sujets de l'attractivité sont là. Quand on parle de marketing territorial, c'est quoi? C'est une boîte à outils. En fait, c'est juste quelque chose pour optimiser l'attractivité du territoire. Un certain nombre de territoires ont une attractivité qui a relativement bien marché sans forcément avoir fait beaucoup de marketing. Le marketing, c'est quelque chose qui va optimiser. On va passer de 1 à 10 en puissance, mais on peut réussir en faisant peu de marketing. J'insiste bien, ce n'est pas le fond. C'est un outil d'optimisation directement, une sorte de boîte à outils directement. Ce que je vous propose, c'est de parler 2 secondes des enjeux. Quand on parle d'attractivité, on parle évidemment du point essentiel dont parlait le Président à l'instant, qui est l'emploi. Mais l'attractivité, c'est tout ce que vous avez là devant vous. On est sur des rayonnements, des créations d'images, de l'influence de cette région. On est sur des problèmes de retombées, de qualité de vie et de service à la population. Si j'augmente le nombre de visiteurs, j'améliore les services à la population. La connexion directe entre tourisme et qualité de vie, elle n'est plus à démontrer. On est sur quelque chose qui est bien au-delà de l'économique. Mais si vous continuez, l'ouverture au monde, le fait que des gens parlent une autre langue, pour reprendre l'exemple dont on parlait, le fait que des gens dînent à 11 h du soir ou d'autres à 7 h du soir, tout ça, c'est de l'ouverture au monde. C'est toujours l'attractivité. L'acquisition des savoir-faire, chaque fois qu'un territoire monte en attractivité, il monte en excellence et il monte en savoir-faire. On est sur un enjeu qui est bien au-delà, là aussi, que l'élément simplement économique. Savoir-faire dans les artisans, savoir-faire dans l'économique. Et enfin, je voudrais m'arrêter là-dessus, sur cette dynamique vertueuse dont on a déjà commencé à parler. Fierté d'appartenance, on en parlait, intelligence collectivement. On peut parler d'autre chose. Quand on regarde les études dans le monde sur les territoires les plus performants, le nombre de créations d'entreprises par les jeunes du territoire, je ne parle pas de ceux qui viennent créer en plus, est très supérieur à toutes les moyennes. Plus l'attractivité des Hauts-de-France va s'améliorer, plus le nombre de créations d'entreprises des jeunes des Hauts-de-France augmentera en plus de l'arrivée supérieure d'autres. L'enjeu est donc énorme. Enjeu social, culturel, économique, c'est absolument gigantesque et évidemment ça explique pourquoi la plupart des territoires dans le monde se mobilisent sur ces sujets. Je ne vais pas prendre la place de Geneviève Reynaud qui va tout à l'heure vous parler de l'évolution dans quelques minutes de ce qui se passe. Juste prenons le temps de s'arrêter 2 secondes sur plusieurs éléments. L'explosion de l'offre, et on vient de passer le cap des 10 000 agences de développement économique dans le monde. La croissance des territoires. Il n'y a pas une ville en Europe qui n'a pas mis l'attraction des entreprises et des capitaux ou le tourisme
en priorité. Ça veut dire que les Hauts-de-France se trouvent aujourd'hui avec une augmentation de concurrence, mais démentielle. On peut citer un chiffre, l'Organisation mondiale du tourisme. D'ici 2025, l'offre touristique sera multipliée par 3 et la demande par 2. En d'autres termes, les Hauts-de-France vont se trouver face à une explosion concurrentielle sur les 10 ans qui viennent, d'après ces chiffres. Et encore une fois, j'ai pris là que l'exemple du tourisme. Et il y a tout le reste. L'un des problèmes par rapport au territorial et à la notoriété, puisqu'on en parlait, comment fonctionne l'attractivité dans le monde? Prenons la France. On interroge des Américains, on leur dit « vous voulez investir ?» En France, on ne précise pas ni région, ni ville, ni rien. Citez-nous ceux que vous connaissez. Qu'est-ce qu'ils citent? Ils citent 10 villes en premier. La première région qui arrive, on tombe sur la Provence, Normandie, etc. derrière. L'un des grands problèmes qu'avait la région avec Nord-Pas-de-Calais et Picardie, c'est qu'elle n'était pas elle n'apparaissait pas dans l'ensemble de ces études. L'enjeu sur les Hauts-de-France est considérable parce qu'en réalité, cet élément-là est évidemment important. Mais il y a un autre enjeu qui est lié à la capitale, qui est celle de Lille, qui n'apparaissait pas non plus. Il y a 200 000 habitants en moins par rapport à Lyon, sauf que Lyon est dans tous les baromètres internationaux dans les 15 premiers. L'écart est gigantesque, ce qui pose un problème autant à la région qu'à Lille. Parce qu'en réalité, la région a besoin d'une capitale forte et la capitale a besoin d'une région très puissante. Et l'un des grands problèmes qu'il y a à régler et que peut jouer le rôle des Hauts-de-France, c'est effectivement ce duo avec Lille et de faire monter Lille, qui doit monter en puissance, encore une fois, parce qu'elle est là-dessus très décalée. Si je continue là-dessus, je voudrais juste insister sur quelques points. Toutes les cibles, pour reprendre le terme qu'on va viser, sont des cibles ultra connectées. Que ce soit des gens de business pour s'installer, que ce soit des touristes. On est dans les gens les plus connectés. Or, nous vivons en ce moment cette révolution en même temps. Il n'y a pas si longtemps démarré Internet finalement, et on continue à avoir toutes les révolutions que vous connaissez, qui sont toutes individuellement l'outil de mobilité pour un touriste, c'est une révolution, et ce n'est pas seulement Internet. Ces révolutions-là, on en a 7 en même temps. Elles sont en train de totalement changer. Je ne vais pas parler de la société simplement, et Rifkin, qui est beaucoup intervenu ici en Nord-Pas-de-Calais, en a beaucoup parlé. Elle est en train de changer le marketing au sens littéral du mot. Alors, regardons comment. Il y a 5 points clés qui ressortent de ces bouleversements. Le premier point, c'est la perte de sens. Toutes les études expliquent qu'il y a un besoin de sens. Concrètement, si je suis les Hauts-de-France, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais parler identité, fait du sens, vision, la vision, les valeurs, l'éthique, l'humain, le collaboratif, la citoyenneté, tout ça c'est du sens. Il faut que j'injecte dans mon marketing du sens. Quelle vision du monde je défends? La marque qui sera créée demain, elle portera une vision du monde. Quelle vision du monde? Et je ne peux pas l'exprimer en disant juste troisième révolution industrielle, parce que c'est un terme technique qui est absolument passionnant et indispensable. Mais derrière ça, quel sens, quelle vision du monde je propose de construire sur les 20 ans, 30 ans qui viennent? Et c'est ce point-là, cette réponse. Et l'identité, c'est une et d'autres réponses. Le deuxième point, c'est l'hyperconcurrence. Plus vous êtes dans un marché d'hyperconcurrence, et c'est le cas, et je vous ai dit ce qui va se passer, plus on a besoin d'excellence, plus on a besoin de différence, plus on a besoin de fidélité, et plus on a besoin de proximité avec les personnes. Donc ce qui va être construit en marketing devra répondre à ça. Troisième point, on est passé en instantanéité aujourd'hui. Instantanéité, ça veut dire agilité, ça veut dire souplesse, réactivité. Baisse des financements publics, optimiser une nouvelle source de financement. Prenons une ville, pour ne pas prendre que des régions. Amsterdam, budget d'Amsterdam de marketing, 60 millions d'euros. Qui met l'argent sur la table? 40 millions d'euros mis par les entreprises et les partenaires. 20 millions par la ville. Barcelone, 80% mis par des privés. Lorsqu'on parle aujourd'hui, j'ai la chance de regarder ce qui se passe dans le monde, on n'a pas du tout l'habitude en France, aujourd'hui, d'imaginer que l'attractivité, il va falloir que la région, je ne sais pas qui, mette sur la table de l'argent. Le sujet n'est pas là. Les financements participatifs, je vais vous montrer quelques exemples tout à l'heure aux États-Unis, faits par les collectivités, vous allez voir ce qui est mis sur la table comme argent par des gens qui sont des individus de la région ou des amis de la région. Enfin, les ruptures technologiques. On sait ce que c'est les ruptures technologiques et on le vit tous, donc ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Moi, je voudrais insister sur un point, c'est la prise de pouvoir des clients.
Vous connaissez tous dans le tourisme TripAdvisor, évidemment, et ce qui s'est passé. Regardez ce qui est en train d'arriver dans l'entreprise. Là, on est sur des entreprises notées sur Glassdoor. Si vous êtes aux États-Unis, il n'y a pratiquement pas une entreprise qui, à la bourse américaine, ne met pas la note qu'elle a obtenue sur Glassdoor. Qu'est-ce que c'est Glassdoor? Glassdoor, c'est comme Viadeo en France. C'est des salariés, c'est vous, c'est moi qui notons qui notons le président de la région, qui notons le CEO, le président de notre entreprise, etc. C'est une notation des entreprises par les salariés. Et c'est une notation, bien entendu, elle est en train de basculer. Tout ça est en train d'exploser à l'heure actuelle. Et quand ceux qui disaient au départ TripAdvisor, mais non, ça ne marchera jamais, de toute façon c'est n'importe quoi, et d'ailleurs on continue à l'avoir, il y a 20 à 30% de choses qui sont faux, donc quelle importance? Quelle importance, sauf qu'aujourd'hui, quelqu'un qui est numéro 1 classé là, il est rempli à fond. Son hôtel est rempli. Les entreprises, ça va être exactement la même chose. Et les régions, ça va être pareil. Je me suis amusé à aller en France, uniquement sur des sites français, pour ne pas aller aux États-Unis, pour voir les notes de Arras. Regardez les notes de la ville d'Arras sur 3 sites. On me dit, oui, mais ce n'est pas valable, bien sûr, il n'y a que 85 votes, là, il n'y a que 100 votes et tout. Vous allez voir, dans 2 ans, on y retourne, il y aura 2500 personnes qui auront voté sur la ville d'Arras. Le maire d'Arras sera noté. Et les élus d'Arras seront notés comme aux États-Unis où ça sort, notés sur les poubelles, notés sur le tourisme, notés sur chacun des éléments. Cette puissance-là de prise de pouvoir de ces salariés, là citoyens en l'occurrence, qui sont passés, va tous nous écraser. La puissance qui va déferler sur les régions, sur les villes, comme sur les entreprises, va avoir un impact considérable. On peut voir ce que ça change. Et beaucoup de personnes, je pense, dans le marketing, ont du mal à imaginer, ça, il va passer, il va accepter, voilà, ce qui est en train de se passer. On avait tous des clients. Alors moi, je suis dans un hôtel. J'ai des clients. Et je parle de mes clients. Et d'ailleurs, je dis mes clients. Sauf que ce ne sont plus des clients. Faisons ensemble l'analyse. Un client, c'est quelqu'un qui achète un produit, qui passe un séjour. Mais la révolution qu'on vient de voir technologique, elle a changé ça. Regardons ce que fait un client. Mais j'aurais pu prendre un élu, j'aurais pu prendre un citoyen de la région Hauts-de-France. Regardez ce que va faire un client. D'abord, il sort de mon hôtel, il met sur les réseaux sociaux des commentaires, il balance des trucs, c'est plus un client, ça. Ça s'appelle un média, ça s'appelle un journaliste, ça s'appelle un producteur, vous l'appelez comme vous voulez. Cette personne qui communique sur mon hôtel, c'est donc plus un client, c'est tout d'un coup, j'ai quelqu'un qui est devenu un média. Et puis, je co-construis de l'offre. J'ai envie de créer un séjour tout compris, qu'est-ce que je fais? Je m'adresse à mes fans et je leur dis, j'envisage de faire ça, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire? Et puis, je continue. Je vais apporter des ressources, je vais leur demander d'accueillir des gens. Ces gens-là vont devenir accueil, ils vont devenir également... Je regarde où l'élément parce qu'il ne marche pas très bien. Voilà, il va être apporteur de contact. Prenons l'Irlande, c'est un peu moins grand que les Hauts-de-France. Combien l'Irlande a de connecteurs, ça s'appelle, d'ambassadeurs dans le monde qui vendent l'Irlande? Vous connaissez le chiffre? 89 600, je viens de vérifier avant de monter sur scène. Il y a 89 000 personnes qui se sont inscrites sur une plateforme créée par l'Irlande pour apporter des contacts, on est dans l'apport d'affaires, hein, et pour dire je suis américain, mon entreprise va s'implanter en Europe, voilà le nom de la personne qu'il faut contacter et à qui il donne cette info, à l'agence de développement de l'Irlande. C'est comme si vous disiez des gens, des millions de gens dans le monde, milliers, 89 000 de gens qui amènent du business à l'Irlande. Allez sur la plateforme qui s'appelle Connect Island, vous verrez le nombre de jobs qui a été créé en Irlande grâce à cette plateforme. C'est ça, le client. En fait, ce n'est pas un client. Et on peut continuer aujourd'hui. Média, support, il a un petit problème, la télécommande, je pense. Alors, c'est par là, voilà. Ça va être bon. Il va cofinancer de ce client, il va évaluer, il va mettre des notes, il le fait déjà, il va être évaluateur, contrôleur, il va cofinancer. J'ai besoin d'étendre mon hôtel, il faut que je crée une véranda. Ça vaut combien? 20 000 €. Mais je vais sur la plateforme, je fais du financement participatif et je vais la payer, ma véranda. Avec qui? Ben avec les amis. En fait, ça se passe comme ça. La ville de Saint-Louis a levé 200 millions de dollars pour financer du développement sur des plateformes de financement participatif. 200 millions de dollars sur un an.
C'est des sommes mais vertigineuses. Or, il s'agit toujours de mon gars, là, qui est venu chez moi dans mon hôtel, là, je parle. Mais je peux lui faire tenir mon stand, je peux travailler avec lui, et il peut tester mes offres. Tout ça, en fait, ce sont les anciens clients. Ceux qui avaient juste... Voilà. Eh bien, imaginez maintenant les habitants des Hauts-de-France. Ils ont la possibilité de faire tout ça pour l'attractivité des Hauts-de-France. Donc, ils sont devenus producteurs, ils vont marketer, ils sont capables de financer et ils sont capables d'être ambassadeurs. En fait, c'est ça la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Évidemment, les villes dans le monde, quand elles constatent ça, eh ben, elles renversent la table. Parce qu'évidemment, là, je ne m'adresse plus à des clients, je change complètement mon logiciel. Alors, on va le faire très vite maintenant. Ces facteurs, on va essayer de voir dans toutes les réussites dans le monde actuel ce qu'ils ont en commun et ce qu'ils mettent en commun. Et vous allez voir comme ça rejoint votre journée d'aujourd'hui. Le premier point qu'ils ont en commun, même les Américains, pourtant, Dieu sait que ce n'est pas des fous d'identité, quand le Colorado fait une étude d'identité exactement comme vous avez fait, il l'a fait différemment, mais c'est le même esprit. Pourquoi ils font ça? La première raison, c'est que plus j'ai de concurrence, plus si je prends dans l'identité des Hauts-de-France, je vais chercher dans votre identité. Et j'arrive à la balancer dans le marketing, dans la marque entre autres, mais pas seulement. Plus je fais ça, plus je suis quoi? Unique au monde. En fait, l'identité, c'est un extraordinaire outil de marketing. Parce que ça me permet de me démarquer de tout le monde. On cherche à se démarquer. Ben, le premier outil pour se démarquer, c'est l'identité d'un territoire. Personne au monde d'autre n'est capable d'offrir ce que moi je sors de l'identité. Le deuxième point, c'est le sens. Si je mets de l'identité, je fais partager l'identité dans le tourisme, c'est évident, mais pas simplement dans l'économie, c'est évident. La fidélité et la notion de travail des gens d'ici, ça parle à un chef d'entreprise qui veut implanter son entreprise, bien entendu, donc ce n'est pas qu'un problème de tourisme. Et enfin, c'est un problème de lien. Plus j'utilise l'identité, plus je fédère les gens en interne. Mais plus je vais créer des liens également avec les visiteurs. Donc en fait, c'est un formidable outil de création de valeur, l'identité. Le deuxième point, je vais prendre deux exemples. Regardez la ville de Porto qui a lancé son logo. Vous n'avez pas besoin d'un cours de marketing pour savoir à quel point ils sont partis de l'identité. Hein. Il y a 70 icônes qu'ils ont utilisées, qui sont toutes existent dans l'identité. Et ces icônes permettent à chaque acteur de les personnaliser, de les utiliser comme bon lui semble. C'est une identité personnalisable. Formidable travail. Mais regardez la Bretagne. J'ai eu la chance d'accompagner Jean-Yves Le Drian dans son premier mandat sur la Bretagne. On a construit l'identité de la Bretagne, la stratégie. Tout le monde dit la Bretagne, oui, mais là, il y a beaucoup d'identités. Mais regardez avec qui on l'a fait. La région Bretagne, elle n'a pas la Loire-Atlantique. Pourtant, la marketing, allez sur le site du CRT, mettez Nantes, et vous avez tous les hôtels de Nantes. C'est comme si ici, on ajoutait des zones qui ne font pas partie des Hauts-de-France. C'est une démarche, même la Bretagne en France, a utilisé l'identité pour construire un territoire pertinent. Et le territoire pertinent, ce n'est pas le territoire forcément administratif toujours. On peut avoir des gens en Hauts-de-France qui se sentent très proches de l'Île-de-France, plus proches de Paris peut-être, et d'autres plus proches aussi en dehors des Hauts-de-France. C'est ce territoire-là de vie qu'il faut prendre en compte. Regardons un exemple. Deuxième élément commun. Les gens construisent un marketing, j'ai dit porteur de sang. Regardez cet extraordinaire exemple de Berlin. Extraordinaire. Berlin lance sa vision du monde. Nous serons la ville la plus ouverte au monde et la plus libre. Be free, be open, be Berlin. À Paris, il y a les attentats. Quelle est la première ville qui met le drapeau bleu, blanc, rouge? Berlin. Be free, be open, be Berlin. Quelques semaines après, il a un festival. Festival sur lequel il écrit Be free, be sexy, be Berlin. Juste au moment des attentats, il faut mesurer la puissance. Mais je continue. Ça, c'est encore plus intéressant. On est là l'année suivante. On fête le 25e anniversaire de la chute du mur. Il y a 160 chefs d'entreprise berlinois, vous pourrez les trouver en ligne si ça vous intéresse, qui prennent la parole pour dire quoi? Pour dire, je vous en ai mis que 2, pour dire, grâce au mur et grâce à la chute du mur, comment mon entreprise a explosé. Merci d'être dans une ville aussi libre. Be free, be open, be Berlin. On est sur des chefs d'entreprise qui témoignent au monde entier pour raconter comment cette ville libre, venez bosser avec nous à Berlin et comment moi j'ai pu exporter dans le monde entier. Quand je vous dis vision partagée, c'est vraiment vision partagée. À quelques semaines plus tard, il y a un artiste qui vient exposer à Berlin. Cet artiste ramasse les bouées qui venaient de Grèce, sur les côtes de Grèce, et il fait une exposition avec les bouées des migrants qu'il met sur les colonnes, là.
Et la ville écrit « Be open, be free, be Berlin ». Je veux dire, quand on parle de vision du monde, ce n'est pas du marketing de bas étage. On est dans une vraie vision partagée avec une dimension formidablement enthousiasmante pour les peuples, qu'ils soient ceux du territoire ou qu'ils soient les visiteurs à qui on peut partager cette vision. Donc c'est ça dont je parle. Et évidemment, de même que vous avez avec Rifkin travaillé, de même quand je vois Séoul qui a lancé à un mois près d'ailleurs avec San Francisco la démarche sur le collaboratif, qui est exactement ce que dit Rifkin avec la connexion avec le collaboratif et la révolution industrielle, on est exactement sur la même. En fait, il porte une vision beaucoup plus technique. Et lorsque Moreno, qui conseille de beaucoup de villes dans le monde, dit « mais ça ne sert à rien de créer une smart city, ce qu'il faut c'est créer une sharing city », on se fout de la technologie, l'intérêt c'est à quoi ça sert, et là on revient à la vision. Il est exactement, je trouve, dans la même ligne, c'est-à-dire la sharing city. Troisième élément, co-construire. Co-construire, vous avez déjà démarré sur l'identité, mais la co-construction, si on prend l'exemple de l'Alsace, que j'ai eu la chance d'accompagner, voilà les personnes qui ont co-construit la démarche directement et qui ont échangé. On voit bien que co-construire une démarche, ce n'est pas juste présenter dans une salle publique des éléments, mais c'est vraiment un travail de fond. Et Oslo, qui représente une région très puissante, je parle de la région d'Oslo et pas uniquement de la ville, a fait exactement des process. Il y a une ville qui a mobilisé, Mississauga ça s'appelle, c'est au Canada, qui a mobilisé 100 000 personnes. Voilà. Si on prend la traduction ici, en ce moment on est en train de faire un test avec la chaire, on est en train de faire un test dans une toute petite ville pour essayer de montrer à un pilote qu'est-ce qui se passe si on met tous les leviers qui permettent aux gens de participer. Les leviers, c'est ce que vous avez sous les yeux. Il y a 8 façons de participer. On a créé par exemple une plateforme où chacun qui a une idée dans le pays, il a une idée, il met son idée. Les autres votent pour l'idée. C'est comme si vous pouviez aller sur une plateforme pour améliorer l'attractivité des Hauts-de-France. Vous dites, moi j'ai une idée, et les autres peuvent voter sur vos idées. C'est ça qu'on a fait. On a fait 8 entrées. On a 10% des foyers. C'est comme si ça correspondait à 250 000 personnes de Hauts-de-France qui allaient participer. Vous imaginez, quand on parle de co-construire, la puissance de cet élément. C'est intéressant parce que c'est un modèle qu'on a mis en pilote pour démontrer que quand on appuyait sur tous les leviers, à ce moment-là, la mobilisation était considérable dans les territoires. Si je continue, 4e point qu'on trouve partout dans le monde, ce qu'on appelle du marketing intégré. Alors pour faire simple, jusqu'à présent, comment on travaille souvent en France? On travaille par silo. Le tourisme, c'est le CRT. L'agence de développement économique, c'est l'agence de développement éco, etc. Et au fond, voilà à peu près tous ceux qui sont concernés qui sont là. En fait, la plupart des gens qui sont à la pointe dans le monde, on en a cité quelques-uns, mais on peut prendre des régions, on peut citer aussi le Michigan, on peut parler de Colorado si on veut prendre des États, enfin équivalents régions pour nous, travaillent pas du tout comme ça. Comment ils font? Ils écrivent noir sur blanc directement un volet attractivité du projet de territoire. Et là, ils mettent la vision. On est bien en lien avec la vision, c'est le projet de territoire. Ensuite, ils écrivent un plan d'action transversal de tout, avec des actions transversales de tous les secteurs. Et ce n'est qu'après avoir fait ça, et dans lequel on va trouver la marque, le positionnement, les grands choix stratégiques, que l'on va trouver le marketing en silo, sectoriel. Évidemment, ils font ça, il y a une raison, c'est qu'ils font ça pour faire quoi? Pour faire de l'optimisation maximum entre l'horizontal et le vertical, entre les différents secteurs et entre le stratégique et l'opérationnel. Et il y a une telle synergie que l'efficacité est évidemment très très grande. Et c'est pour ça que c'est intéressant de voir ça. Prenez le pur Michigan. Regardez, c'est intéressant. Vous avez le gouverneur du Michigan. Quand il s'adresse à la presse et qu'il parle de la création, l'attractivité dans l'agriculture et de la performance de son agriculture, derrière lui, allez sur Internet, vous verrez toutes les vidéos, vous avez ce logo de Pure Michigan. Réinventive Michigan, et vous avez... Lorsque, dans les secteurs, ils l'utilisent, vous avez tout ça. Et les habitants, eux, ils le mettent sur les plaques des voitures. Il y en a même qui se tatouent, qui mettent des tatouages avec marqué Pure Michigan. On voit bien à quel point Pure Michigan, c'est pas juste une marque dans un coin, c'est une marque globale utilisée par le politique lorsqu'il parle stratégie. Et voilà. Et par ailleurs, il y a un logo de l'État du Michigan qui n'est pas le même, bien sûr. Voilà, on comprend mieux l'élément. Quand Lyon fait sa plateforme, son portail d'attractivité, il est transversal complètement. Vous voulez étudier, vous voulez visiter, vous voulez investir. Quand Auckland fait sa plateforme de portail, il est transversal complètement. C'est pareil. Il est un peu plus large parce qu'il rajoute les films là. Vous voulez faire un film, etc. Le président en parlait à l'instant.
Enfin, mettre en œuvre intégré, ça veut dire créer des liens. Je parlais de Lille et de la région. Il y a un exemple, c'est Barcelone et la Catalogne. C'est un exemple remarquable en matière de marketing, la façon dont ils co-construisent, de même que Oslo avec la Norvège fait un super boulot marketing. Voilà. Maintenant, 5e point. Qu'est-ce qui est aujourd'hui totalement nouveau ? Eh bien, totalement nouveau. Avant, on allait voir nos cibles. On faisait des campagnes médias et on touchait. Aujourd'hui, qui sont les premiers médias ? C'est les habitants. Alors, quand on dit habitants, j'ai corrigé, j'ai dit partie prenante, comme disent les universitaires. Pourquoi ? Parce que les amis des Hauts-de-France, quand on parle des amis des Hauts-de-France, on parle des amis de Lille, des amis du Touquet, des amis d'Amiens, etc. Tout cela, la puissance qu'ils vont représenter, qui pilote la gouvernance de ces stratégies ? Qui est autour de la table concrètement ? Vous avez une vingtaine de chefs d'entreprise référents, vous avez des patrons d'associations, vous avez les sites emblématiques de la région, les fameux brand flags, comme disent les anglo-saxons, les porte-drapeaux de la marque. C'est ceux-là qui pilotent, c'est eux qui animent. Bien sûr que les élus ont donné des orientations, mais ceux qui sont à la gouvernance concrète et qui pilotent, ce sont les opérationnels. Et donc ce type de montage est évidemment très original et très particulier. Et qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là ? Comme on a peu de temps, je vais vous le faire rapide. Évidemment, ils co-construisent l'information. C'est les habitants aussi qui vont construire l'information, bien sûr. Qui connaît le mieux le golf qu'un membre du golf ? Il le connaît mieux que n'importe quel visiteur de l'extérieur. Qui est capable de décrire les 18 trous de golf ? Le membre du golf. C'est lui qui va le raconter. Et évidemment, c'est pareil pour chacun des éléments. Alors, je crois qu'il est mort. Il était de la fin, il faudrait des piles, mon cher ami. Voilà, il va venir. Voilà. Les financements, j'en ai parlé, mais je voudrais encore insister sur le point du fait de lever des fonds. On va y revenir sur les entreprises de seconde, de lever des fonds considérables qui viennent d'amis du territoire ou qui viennent de l'ensemble des parties prenantes pour construire les budgets. Et il faut vraiment s'inspirer de ce qui se passe dans le monde sur ce plan. Enfin, ils vont accueillir, ils vont informer. Et enfin, ils vont avoir, évidemment, être ambassadeurs. Je voudrais revenir une seconde sur cette dernière action, et notamment sur l'action commerciale. Quand on rentre dans le détail de savoir si on veut faire... Je vais prendre un exemple, les congrès, pour prendre un exemple. Voilà. Si on veut faire venir des congrès et qu'on utilise les réseaux des gens, comme ça peut être fait avec le comité Grand Lille, dans des exemples, si on veut utiliser les réseaux des gens référents de ce territoire et de leurs relations, vous pouvez faire venir des centaines et des centaines de congrès en Hauts-de-France. Le problème, c'est de créer ces outils qui vont les aider, eux, à utiliser ces réseaux, à communiquer. C'est par eux qu'on fera du commercial. Lorsque je vois que des clients fans de territoire tiennent les stands, vous avez bien entendu, à l'étranger pour le compte des territoires, je m'explique, vous avez quelqu'un qui est fan d'ici, de ce territoire, peu importe où dans le territoire, il est américain, il a fait un bout de ses études à Lille, il est retourné aux États-Unis, et cette personne-là, on fait un jour une opération aux États-Unis, c'est lui qui tient le stand. C'est exactement ça que font certains territoires. C'est vous dire si les effets de levier et la transformation des parties prenantes en commercial va loin. Et on n'arrivait pas à imaginer ça si on avait dit ça avant, de même de lever des fonds. 6e point, pour aller vite vers la fin, créer une marque partagée. Il n'y a que l'Alsace en France qui a réussi cette performance. Voilà. Lorsqu'on a créé ça en Alsace, vous avez au centre, là, toutes les façons dont les entreprises peuvent l'utiliser. En fait, l'idée, c'était de dire, en s'inspirant de marques à l'étranger, le Colorado fait ça par exemple, comment créer une marque non pas uniquement pour la région, pour le CRT ou pour je ne sais pas qui, les institutionnels, les organismes en charge, mais comment faire qu'une entreprise l'utilise. Vaste sujet. Comment on fait ces gens-là ? Alors, on va prendre un Alsace, il y a 4000 entreprises qui portent la marque. Je peux vous en parler un peu de l'Alsace, mais on peut parler de ce qui se passe dans le monde. Pourquoi les entreprises ont été portées ? Vous avez tendance à vous dire « Ah oui, mais c'est l'Alsace, il y a une forte identité, donc ils l'ont fait pour ça ». Réponse, 8% des gens. On a testé et on a fait une enquête sur tous les gens qui ont pris la marque. On leur a demandé « Pourquoi vous prenez la marque ?» Il y a 8% de gens qui ont répondu « Ah ben moi c'est alsacien, donc je la prends ». Ok, vous enlevez les 8%, on enlève cette partie-là, il en reste 92% qui l'ont pris. Pourquoi ? Regardons ça de plus près si vous voulez bien, parce que c'est quand même un sujet un peu majeur.
Alors, hop. Là, vous avez des gens qui le portent. Vous voyez le musée Lalique, là? Le musée Lalique, il ne mettait pas la marque. Aujourd'hui, il utilise la marque. Voilà, donc évidemment, puissance de feu de communication énorme. Vous imaginez sur des gens qui communiquent dans le monde entier. La première raison, vous la voyez, vous l'avez sous les yeux ici. Vous avez sous les yeux, en fait, des labels. Si je dis à un hôtel, nous lançons la marque, et dans la marque, vous avez tout un écosystème de marques, et il y en a un qui s'appelle Hauts-de-France Excellence. Est-ce qu'à votre avis, un hôtelier va être intéressé par la marque Hauts-de-France Excellence? En tout cas, il va regarder. Pourquoi? Parce que ça le valorise. C'est aussi simple que ça. Hauts-de-France Excellence, moi. Mais une entreprise qui sera Hauts-de-France Excellence, bien sûr que ça l'intéresse. En fait, le sujet est très simple. Il faut créer de la valeur. C'est très simple. Créer de la valeur pour les entreprises, à la fois pour les entreprises, mais aussi pour les habitants, qui peuvent être ambassadeurs à titre personnel. En fait, tous les territoires qui ont réussi ça ont créé quelque chose qui a intéressé les entreprises, intéressé les habitants eux-mêmes. Donc concrètement, vous avez là la réponse quand vous faites des enquêtes sur les entreprises pour leur dire pourquoi vous êtes venus, alors parfois financer, parfois porter la marque, parfois... Voilà les réponses qu'ils font. Et vous apercevez qu'il y a des motivations très différentes. Certains le font parce qu'ils ont peur de ne pas être visibles s'ils ne sont pas là. D'autres le font parce ils ont du mal à recruter les talents. Pourquoi Michelin, à l'époque, était rentré dans la marque Auvergne Nouveau Monde? Pourquoi Michelin, qui est une marque mondiale, qui n'a absolument pas besoin de l'Auvergne, en plus, il s'intéresse plus à Clermont-Ferrand de l'Auvergne, en termes, si on parle territoire. Pourquoi il est rentré dans la marque? Parce qu'il a un problème à résoudre. Il n'arrive pas à faire venir les cadres américains à Clermont-Ferrand. Auvergne Nouveau Monde l'a intéressé, mais ce n'est pas Auvergne qui l'a intéressé, c'est Nouveau Monde. Dire à un Américain « venez travailler dans le Nouveau Monde », les trois richesses de demain, c'est l'eau, l'espace et le temps, ça c'est nous l'Auvergne. Voilà ce qu'il disait. Et Michelin a été un des plus grands soutiens de la stratégie d'Auvergne Nouveau Monde. On voit bien qu'il s'est intéressé à un concept, la marque, doter sa marque d'un supplément d'âme. En l'occurrence, c'est un supplément d'argument commercial très concret. Voilà. Ensuite, le 7e point qu'on voit partout dans le monde, c'est la transformation progressivement des clusters, des pôles de compétitivité, de tout ce qui ressemble à un regroupement d'entreprises en écosystème d'excellence. À la fois d'innovation, là je suis sur des exemples d'innovation, en fait on est en train d'aller bien au-delà de l'esprit cluster. On garde l'esprit, mais la structure n'est pas du tout la même. Et aujourd'hui, la mise en réseau autour de l'excellence s'organise avec des thématiques, avec des structures qui sont très éloignées parfois de certains clusters, mais qui gardent le même esprit. Mettons-nous ensemble, mettons-nous au réseau et créons des écosystèmes et des effets de levier extrêmement puissants à partir de là. Quand ces écosystèmes peuvent prendre des formes intéressantes, regardez ce qu'a fait Lyon. Il a la fête de la lumière à l'origine, ou plutôt, je devrais dire, puisqu'on est aujourd'hui sur l'identité. Il fait une étude dans l'identité, on mettait les bougies sur les fenêtres à Lyon. De là, quelqu'un a l'idée d'en faire la fête de la lumière et de remplacer les bougies par des lasers et des lumières. Il part de l'identité. Il crée la fête de la lumière. Puis il crée, avec l'équipe qui a monté la fête de la lumière, un cluster lumière, avec une école de formation. Puis il crée l'Association internationale des villes de lumière. C'est quoi ce truc-là? C'est du marketing pur et dur. C'est une association des villes qu'il crée et qu'il préside définitivement à vie, parce que c'est lui qui l'a créé, et qui rassemble les villes dans le monde autour des lumières. Puis il crée, c'est pas lui qui le crée, il crée le salon Lumiville. C'est un privé qui crée le salon. Et puis il commence à signer des contrats avec des villes dans le monde. À l'heure actuelle, l'ingénierie de la ville de lumière, c'est-à-dire les équipes des gens qui pilotent ça et qui pilotent le cluster, bossent pour Shanghai et pour un certain nombre de villes dans le monde. Et chaque fois qu'ils font un boulot à l'extérieur, il y a de l'argent qui rentre dans la ville. Mais ça, c'est important, mais ce n'est pas ça l'essentiel. C'est surtout que ces gens-là sont de plus en plus compétents. En fait, en quelques années, Lyon est devenu une référence mondiale alors qu'il est parti de très loin. Il a créé une sorte d'écosystème. Et quand il a lancé le stade, comment l'appelaient tous les gens? Le stade des Lumières. En fait, c'est un système qui tourne et qui s'auto-alimente. C'est ça, des écosystèmes. Vous voyez, ce n'est pas simplement un cluster. C'est autour d'événements phares ou d'équipements phares. On parlait du Louvre tout à l'heure.
comment créer des écosystèmes pour relier le Louvre à l'ensemble d'un territoire et faire que ça s'auto-alimente en excellence, pas simplement pour le lier, pas simplement pour vendre des séjours. Comment en faire un écosystème qui améliore et qui fait que les gens sont de plus en plus percutants et de plus en plus. C'est ça, en fait, ces écosystèmes qu'on voit dans le monde qui se développent. Enfin, pour terminer par les deux derniers points, on ne peut pas réussir sans porte-drapeau. On parlait du Lens, de Louvre, ça tombe bien. On a besoin de porte-drapeaux précis, et certains ont des porte-drapeaux qui sortent tous les 2 ou 3 ans. Hein. C'est-à-dire 2 ou 3 ans, il y a un élément planifié qui sort. Un territoire comme les Hauts-de-France, forcément, ne peut pas passer de cet élément. Enfin, le 9e, et il ne vous surprendra pas, je sais qu'il y a beaucoup de gens du tourisme par ailleurs, c'est de construire une offre expérientielle, mais l'avenir, il est évidemment sur le personnalisé. On sait les datas, tout ça. Et regardez ce que fait une ville comme Auckland, dont on a vu tout à l'heure, c'est pour ça que je vous ai mis cet exemple, qu'elle avait créé un portail et une marque unique. Regardez tous les secteurs déclinés. Regardez tous les secteurs d'attractivité déclinés. Vous avez tout, là, les entreprises, les congrès, le tourisme, la totale. Comment ces gens-là déclinent? Tout ce qui monte, c'est des expériences et de l'humain. Tout ce qui décline. Derrière ça, vous avez des organismes différents. Toute la communication est en harmonie autour de la personnalisation et de l'humain, et en l'occurrence de l'expérientiel. C'est une véritable démonstration d'une stratégie globale d'attractivité. Tout le monde pense que quand on parle d'expérientiel, il faut parler du tourisme. Je suis frappé par ce que disait Lionel Flasser, le patron de Donny Lyon à cette époque, lorsqu'il disait, lorsqu'un Chinois arrive chez nous et monte au Skyroom, et on lui présente, avec toute la technologie qu'il y a dans le Skyroom, parce qu'il y a des choses assez extraordinaires, et on lui présente la ville, et il fait comme commentaire en anglais en sortant, en ayant vu tout ça, il dit « mais je ne savais pas que Lyon était une telle capitale européenne ». La transformation de la perception d'image sur un seul lieu, après simplement la fait que sort en géographie l'ensemble des projets jusqu'à 2020 ou 2030 dans la ville, transforme totalement l'image que le visiteur a après cette expérience vécue de la ville projetée à 2030. Et tout d'un coup, il a l'image d'une immense capitale européenne, alors que Lille n'est une petite capitale. Et voilà. Et donc, on voit bien la puissance de ces éléments-là. Voilà. Je conclus par deux éléments. Il y a 4 points qui me semblent essentiels quand on voit ce que font les gens les plus performants du monde. Le premier point, c'est le sens. S'il n'y a pas de sens, il n'y aura pas d'adhésion, il n'y aura pas de mobilisation, il n'y aura pas de différence et il n'y aura pas de fédération en interne. Donc c'est le premier point qui est essentiel et pas simplement pour répondre aux clients. Le deuxième point, c'est le mouvement collectif. Au fond, si on devait résumer tout, la clé de la réussite aujourd'hui, c'est la création d'un mouvement. Ensuite, il faut le faire vivre, évidemment. Mais je dirais, si on dit comme ça, on a résumé. Le troisième point, c'est la création d'une offre d'excellence, donc forcément personnalisée et expérientielle, mais d'excellence, avec l'innovation qui va avec. Et enfin, le dernier point, c'est des écosystèmes vertueux et puissants. Pourquoi vertueux? Parce qu'en fait, cet écosystème, il s'auto-alimente en temps réel. Si l'écosystème fonctionne bien, vous comprendrez bien qu'un ami du territoire ici, un ami d'Arras, il va mettre des commentaires qui vont être pris par d'autres, alors que moi, j'ai rien fait. J'ai juste créé les outils et le flux. J'ai créé les tuyaux pour qu'ils puissent le faire. Et j'ai alimenté. Mais en fait, ça interagit sans forcément que j'intervienne tout le temps. Et donc, c'est pour ça que c'est vertueux. Et ça crée des effets de levier absolument monstrueux en termes de puissance de communication, ce que démontre l'exemple de l'Irlande dont je vous parlais tout à l'heure par rapport à l'attractivité des entreprises. Voilà. Une conclusion, pour moi, en regardant ce que font les autres, c'est que la puissance des Hauts-de-France viendra de tout ça, et c'est le résumé de ce qu'on vient de dire. Je voudrais juste, non pas plomber l'ambiance, mais donner le résultat d'une étude. Il y a un cabinet qui s'appelle le cabinet 729, c'est un cabinet australien. Il a étudié 5000 marques dans le monde. C'était déjà il y a 5 ans maintenant. Et il a étudié les échecs et réussites. Sur 5000 marques étudiées, 80 de territoire uniquement, 86% d'échecs. Ce qui est intéressant, c'est évidemment le chiffre, mais surtout ce qui est dit dans l'étude. Pourquoi ça a échoué? Ils ont donné 2 raisons principales dans la raison d'échec. La première raison, c'est que la non-mobilisation des acteurs ou la mobilisation partielle était insuffisante pour créer le mouvement.
intéressant par rapport au sujet d'aujourd'hui. Le deuxième exemple, à méditer, ils ont lancé la pub et le logo avant même d'avoir écrit la stratégie. Mais la publicité, parce que l'aspect logo encore est un peu anecdotique, mais l'aspect publicitaire est capital, où il vient en renfort d'une démarche et d'une stratégie écrite, ou si on le lance avant, on fusille l'ensemble de la démarche. Et c'est exactement la conclusion de ce rapport. En tout cas, moi, ça m'a fait beaucoup méditer dans la chaire. On en a tiré pas mal de conclusions. Je vous remercie de votre attention.